chers téléspectateurs de Télé-École, ravi de vous retrouver sur votre chaîne 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous sur votre émission Edu 2.0, l'émission proposée avec CNUM pour vous éclairer sur tout ce qui est en relation avec l'éducation, le numérique et les médias. Le 7 octobre 2020, le président de la République, son Excellence Macky Sall, déclarait au sortir du Conseil des ministres développer le numérique à l'école, à l'université et orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système professionnel, précisément dans les métiers du numérique. Alors, cela nous a poussé à nous poser la question suivante. Quelle place pour le numérique dans le cycle fondamental? Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la présidente de l'association CNUM, Madame Maïmouna Leye Diakhaté. Madame Leye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également sur ce plateau, avec le même plaisir, Monsieur Alex Louis Gabriel Corentin, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop depuis 1981 et actuellement maître de conférence titulaire du département génie informatique à l'École supérieure polytechnique. Monsieur Corentin, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne vers Madame Leye, d'honneur aux dames. Bien, Madame, vous êtes présidente de l'association CNUM, qui regroupe des enseignants militants pour l'éthique, l'éthique dans les enseignements apprentissages. Pouvez-vous nous parler un peu de votre association? Merci beaucoup. Et merci de me donner l'occasion de m'adresser à tous les Sénégalais pour parler de cette association-là qui a été créée avec des collègues en 2017. Donc c'est tout récent, mais qui a, je pense, contribué et qui continue de contribuer à la formation des enseignants pour que le numérique soit justement intégré dans le processus des enseignements-apprentissages. Alors, donc cette association, comme vous l'avez dit, elle regroupe des enseignants, mais elle ne vise pas que les enseignants. Donc, nous avons actuellement plus de 250 membres et des enseignants du primaire au lycée, de l'enseignement général comme de l'enseignement professionnel. Et nous travaillons également avec les élèves. Et pour cela, nous n'avons pas voulu, comme on dit, refaire la roue. Nous nous sommes basés sur des choses qui existent, une structure qui existe déjà dans les écoles, c'est les clubs. Et donc nous avons créé les clubs CNUM, clubs qui regroupent des élèves dans plusieurs écoles, dans les écoles où nous avons nos membres. J'ai oublié de dire que parmi nos membres, il y a également des chefs d'établissement. Donc, dans le cadre de ces clubs CNUM également, nous formons les élèves et surtout nous essayons de leur donner la culture du numérique à travers des formations souvent extrascolaires, en collaboration avec d'autres associations comme le FESTIC, avec d'autres structures comme Jocolabs, où nous leur apprenons en fait à se préparer au monde du travail, bien qu'il soit au lycée ou au collège. Au collège, très bien. Alors, vous avez parlé de numérique, du monde du travail. Pour cela, je vais me tourner vers notre second invité, M. Corentin. Alors, vous avez capitalisé une quarantaine d'années d'expérience quand même dans le numérique, l'informatique. Et voici ce qu'elle vient de nous montrer, c'est que cela a évolué. Et vous, que pensez-vous de cette évolution maintenant du paysage numérique sénégalais, notamment dans le milieu éducatif? Tout à fait. Moi, permettez-moi d'abord de remercier de cette invitation, oui, mais surtout de saluer l'association CNUM. Parce que je crois que c'était la pierre qui manquait à l'édifice. Parce que dans le cadre de la mise en place justement de l'introduction du numérique, depuis très longtemps, on a parlé de l'informatique à l'école. Ça date pas de maintenant. En Europe, en France, on en a parlé. Informatique pour tous. On connaît ces programmes qui ont eu plus ou moins d'effet dans le système éducatif, mais on s'est aperçu que ces stratégies-là, généralement, pêchaient par un certain nombre de facteurs qu'on ne parvenait pas tout à fait à déterminer. Et je crois que derrière, si aujourd'hui, on veut faire réellement
changer de paradigme, c'est-à-dire que le numérique devienne réellement une source d'enrichissement dans les écoles, il faut justement que l'ensemble des acteurs du système éducatif soient formés. Et je pense, c'est en ça que je salue un peu cette initiative de CNM qui est de dire, nous ne prenons pas les élèves comme cible, nous ne prenons pas les maîtres comme cible, nous ne prenons pas les proviseurs comme cible, on prend l'ensemble de l'écosystème. Effectivement. Y compris les parents d'élèves, et c'est en dynamique et en synergie que réellement on va avoir un impact significatif. Excellent. Et donc justement, dans mon introduction, je parlais de cette déclaration-là du président de la République qui disait donc qu'il faut mettre 30% des élèves issus du cycle fondamental. Alors, pouvons-nous d'abord déterminer c'est quoi le cycle fondamental pour bien avancer? Je pense que moi, je serais plus dans un paradigme où l'ensemble des sortants d'un cycle fondamental doivent avoir des capacités, doivent avoir des compétences liées au numérique. Parce qu'aujourd'hui, on est clair, le numérique, c'est devenu incontournable. Quel que soit le secteur d'activité, il n'y a plus un secteur d'activité où le digital n'est pas là. N'amener que 30%, c'est laisser quand même 70% de laisser pour compte. Et je pense que l'ambition du président, c'est vrai, on part de zéro, donc 30%, si on atteint cet objectif-là, déjà, ce sera pas mal, mais je pense qu'il faut être plus ambitieux et dire, nous devons arriver à 100%. Cela nécessite de revoir peut-être tout le cursus du cycle fondamental pour atteindre cet objectif. Justement, j'allais vous demander cela parce que vous parlez d'un ensemble, d'un groupe qu'il faut former. Donc, vous parlez de la maternelle, peut-être à partir de la maternelle. Pensez-vous que c'est possible? Parce qu'il y a quand même certaines structures qui, dès ces classes d'initiation-là, commencent à intégrer petit à petit le numérique. Pensez-vous que techniquement, et surtout avec les élèves, les enfants, c'est possible? Alors, je pense qu'il faut, pour moi, on fait deux choses. On fait un amalgame. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les écrans, le digital, c'est devenu inné et acquis. Oui. Donc, je pense qu'on n'a pas à former un élève. Au contraire, si on les forme même en maternelle, c'est peut-être pour essayer de les guider vers de bons usages plutôt que d'acquisition de compétences. Donc pour moi, la problématique, elle est un peu biaisée par ça. Parce qu'on dit, on va introduire le numérique à l'école maternelle. Non, le numérique, il est déjà là, il est dans les familles, il est dans les téléphones, il est partout. Maintenant, le rôle de l'école, c'est simplement de guider l'élève qui arrive chez lui pour qu'il ait un bon usage de l'outil. Et je pense que c'est peut-être là qu'on se trompe. Il y a l'acquisition et la maîtrise d'un outil qui est indispensable aujourd'hui. C'est ce qu'on faisait avant avec les abacs en mathématiques, les machines à calculer, etc. On apprenait aux gens, et je pense, et l'acquisition de compétences spécifiques en digital. Très bien. Donc, dans ce cadre-là, Madame Ley, selon vous, quelle stratégie devrait-on mettre en place? Et surtout, dans votre association, quelle action concrète avez-vous déjà mise en place pour entrer dans ce numérique-là que vous comptez intégrer? Je donne raison à M. Corentin quand il dit qu'il faut orienter plus de 30% du cycle fondamental dans le numérique. En fait, si le président il parle des métiers du numérique, ce qu'il faut savoir, c'est que ces métiers du numérique exigent certaines compétences. Et ces compétences, en fait, il faut les travailler en amont. C'est ce que nous avons compris à CNOM. C'est pour cette raison que dès la 4e déjà, nous mettons des élèves, notamment des filles, dans des entreprises numériques en stage d'immersion. Elles n'ont pas de compétences d'entrepreneur. Elles ne peuvent pas faire quelque chose réellement dans les entreprises. Mais au moins, ça les aide à découvrir le monde de l'entreprise et à avoir des vocations. À se dire, moi, après mon bac, je vais m'orienter vers tel métier du numérique et sans que ce ne soit conditionné par le fait que je sois dans telle ou telle série. Déjà, elles découvrent que les métiers du numérique ne sont pas forcément liés à ce qu'on ait un bac S ou un bac L. Quelle que soit la filière que l'on fait, on peut aller vers les métiers du numérique. Mais en fait, moi, mon combat, c'est que le numérique soit un outil dans les écoles, depuis la maternelle. Imaginez une école maternelle, une classe de grande section,
où on dit aux élèves il faut dessiner, ou il faut faire des, je sais pas moi, travailler avec la pâte modelée, à modeler, et on dit, la maîtresse dit, bon, je vais juste, vous êtes 20, seuls 10 auront droit au crayon de couleur, les autres vous allez dessiner en crayon, avec le crayon noir. De quel droit? Où est la démocratie dans ça? Voilà. Donc, cet outil-là, comme je le disais tout à l'heure, cet outil qu'est la tablette, le smartphone, l'ordinateur portable, que cet outil-là soit mis à la disposition de tous les élèves. Et je vous assure, par expérience, je l'ai vécu avec les élèves des clubs. Des élèves des clubs, une élève de terminale a créé une application qui a été sélectionnée par l'UIT et la FAO, et qui devait même être présentée à Genève. Et elle faisait la terminale S. Et elle a fait 2 fois la terminale S avant d'avoir le bac. Donc, dans le système, c'est pas une bonne élève, parce qu'elle a repris le bac. Mais en fait, quand on lui donne le numérique comme outil, mais elle dévoile un potentiel énorme. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Qu'en fait, le numérique peut être un outil qui, mis à la disposition des élèves, peut créer, peut réveiller, parce que je pense que c'est en eux, peut réveiller leur créativité, booster leur potentiel. D'accord. Très bien. Donc, à vous entendre parler tous les deux, nous avons l'impression que finalement, nos potages, les enfants, même les étudiants, sont un peu en avance par rapport à ceux qui sont devant eux, aux professeurs, que ce soit des collèges, des lycées. Alors, que pensez-vous de cela? Quelle stratégie de formation pouvons-nous faire pour que ces professeurs-là, ces maîtresses de maternelle-là, ces enseignants du collège, ces professeurs d'université, soient au fait de ce qu'il faut pour être au même niveau que ces élèves-là ou étudiants? Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Je pense que simplement, comme toute évolution technologique, il y a une génération d'écart dans l'appréhension de cette révolution technologique. Je ne dirais pas que les enseignants ne sont pas au fait de ce qui se passe. Ils sont parfaitement au fait. Mais simplement, ils ne peuvent pas imaginer les usages de la génération qui vient, puisque ce n'est plus la même mentalité. Nous avons une génération de la mondialisation, de l'information disponible, la génération WhatsApp. Donc l'enseignant qui n'a pas connu WhatsApp ne peut pas comprendre ce que l'étudiant WhatsApp peut apporter, à moins lui aussi de sauter une génération, ce qui est effectivement beaucoup plus délicat. Par contre, il doit être simplement assez humble et modeste pour comprendre que de dire simplement comprendre c'est quoi cet outil et l'utiliser et pousser, ne pas le rejeter, mais essayer d'encadrer son utilisation pour le ramener à une juste utilisation. Donc, je ne pense pas quand même qu'il y ait cette rupture générationnelle. Je ne suis pas aussi d'accord que ça. Je me dis simplement ce qu'il y a, par contre, c'est qu'on est effrayé par les nouveaux usages qui transparaissent. Et du coup, les enseignants ou la génération ont peur de faire ça. On le voit dans les maisons. On le voit aujourd'hui quand les enfants veulent des portables dernière génération, les parents disent mais moi quand j'étais jeune je n'avais même pas de portable. Mais ça n'existait pas. D'accord, ça n'existait pas. Donc ce n'est pas le fait de dire je n'en avais pas donc tu n'en auras pas, c'est plutôt de dire c'est de ta génération, d'accord, mais si tu veux que je te l'achète, explique-moi comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'on échange de paradigme et qu'on accepte d'être enseigné. Par ces enfants-là. Par ces enfants, parce qu'ils sont tous porteurs d'une culture numérique et nous n'avons pas cette culture numérique. Exactement. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Pour en revenir peut-être juste sur un dernier mot sur le paradigme des 30%, je crois que les 30% c'est les métiers, c'est-à-dire les métiers support du numérique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si on veut développer les bons usages, il faut qu'il y ait des techniciens et des gens au fait qui puissent accompagner les utilisateurs, les maîtres, les enseignants, dans la mise à disposition de ces technologies. Si c'est dans ce sens-là qu'on parle, oui, parce que les métiers support vont aussi changer. Et justement, parlant de ces métiers support-là, que ferait-on, comme Madame Leïla l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine motivation qu'il faut donner à ces enfants-là, qui, à partir des séries L ou S, veulent quand même embrasser ces métiers-là. Quel type de métier devrait-il faire? Comment motiver cela? Alors, vous allez me dire, je suis le premier vieux qui dit ça, mais
moi, je suis fondamentalement aujourd'hui contre les séries. Dans la mesure où ça catégorise a priori des gens dans un cadre bien précis. Et on sait que les compétences naturelles d'un individu ne s'expriment pas par rapport à des acquis d'éducation. Aujourd'hui, on a des très bons informaticiens, très bons, qui ont fait la série A. Ce qu'on appelait la série A, qui est devenue aujourd'hui la série L1. D'accord? On a de très bons mathématiciens qui sont devenus des experts littéraires. Est-ce qu'il faut cantonner le devenir d'un individu à ce qu'il est aujourd'hui? Je pense que les métiers du numérique, s'ils doivent exister, ne doivent pas être cantonnés à des séries, doivent être ouverts à l'ensemble des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, la créativité n'est pas digitale, n'est pas mathématique. Aujourd'hui, les plus grands écrivains, les dessinateurs, les artistes, parce qu'aujourd'hui, les arts graphiques digitaux existent. Mais ce n'est pas nécessairement des gens qui sont spécialisés en STEM. Je pense que derrière, tout le monde doit avoir des compétences. Il y a des métiers dans tous les domaines. Tous les domaines sont touchés par le numérique. Donc, les métiers du numérique, à la limite pour moi, c'est une tautologie. Est-ce qu'on peut parler de métier du numérique, étant donné que tout est numérique? Voilà. Par contre, voilà. Je terminerai juste une chose, c'est-à-dire peut-être les métiers supports du numérique vont être peut-être plus spécialisés. Parce que il faut qu'on puisse savoir la technologie, les réseaux, il faut les mettre en place, ça c'est de la technicité physique, etc. Donc il y a un esprit logique peut-être plus approfondi pour un certain nombre de métiers. Donc il y a les métiers du numérique, mais les métiers numériques, c'est tous. C'est tous les métiers. Finalement, c'est tous les métiers. Hein? Oui, en fait, moi, comment je conçois les choses, c'est qu'il faut savoir que le numérique va forcément transformer tout. Ça a commencé à transformer l'enseignement, ça a transformé le commerce, ça transforme tous les métiers, en vérité. Et en fait, les jeunes de maintenant vont peut-être s'engager dans des métiers qui pour nous seront nouveaux, mais juste nouveaux parce qu'il y a le numérique en plus. Et il faut comprendre en fait l'attitude de l'enseignant. Quand j'enseigne pendant 20 ans, avec des certitudes sur mon savoir, avec une mainmise sur ma classe, que je peux contrôler. Taisez-vous, faites ceci, ne faites ça, parce que les élèves sont devant moi. Le numérique, quand il s'intègre dans ma pédagogie, me déséquilibre complètement. Je me sens perdue, comme face à toute chose nouvelle. Et ce n'est pas seulement l'enseignant, tous ceux qui ont eu à s'adapter avec le numérique ont ressenti ce sentiment de déséquilibre. Et donc, cette peur des enseignants, c'est normal. Parce que c'est la peur de est-ce que j'aurai toujours une mainmise sur mes élèves? Comment je vais les évaluer? Si je dois les évaluer en ligne, suis-je sûre qu'ils ne vont pas tricher? Est-ce que quand je leur donne, je leur mets les ressources à disposition, est-ce qu'ils les lisent parce que je ne suis pas là pour le voir? Il y a plein de questionnements et c'est tout à fait normal. Et il y a également, est-ce que j'ai moi-même les compétences techniques pour pouvoir utiliser cet outil? Alors, comme il l'a dit, moi je pense que d'un côté, il faut que les institutions accompagnent les enseignants vers cette transition-là parce qu'elle est inéluctable. On n'y peut rien, ça se fera. Mais d'un autre côté, il faut que l'enseignant, comme tous ceux qui utilisent le numérique, sache que le numérique rend les choses horizontales. De façon traditionnelle, la transmission du savoir était verticale. Monsieur Corentin est mon professeur. Il me regarde d'en haut. D'ailleurs, la structure même de la classe fait que l'enseignant est au-dessus de l'élève. Avec le numérique, nous avons les mêmes informations. Mais il n'empêche que je garde cette prérogative que je peux, moi, avoir plus de discernement, faire une meilleure synthèse de ces ressources. Sur cela, et tout à l'heure, vous avez parlé d'enseignement inversé, donc c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait voir comment mettre en place cette façon d'enseigner qui semblerait intéressante. La classe inversée, mais également, je pense que l'autre chose fondamentale pour que ça marche, c'est comme il l'a dit, qu'en tant qu'enseignante, je sois assez humble pour aller vers mon élève et lui dire, mais comment je peux utiliser telle chose? C'est là où je parle d'horizontalité. En fait, l'horizontalité, c'est de se dire, aujourd'hui,
je ne détiens pas. Parce que quand il y avait les livres, mon enseignant qui a lu 100 livres, ben, il est forcément au-dessus de moi qui n'en ai lu que 2. Mais aujourd'hui, comme il l'a dit, les jeunes ont cette culture du numérique qui font que là où moi je perds mon temps parce qu'il me faut lire les choses, ils vont juste aller regarder une vidéo qui leur dit, qui leur donne une synthèse qui fait qu'ils peuvent m'expliquer ce que moi je voulais leur apprendre. Et ce sentiment, en fait, de cette appréhension des enseignants se comprend. Maintenant, il ne doit pas être combattu et ils ont besoin, à mon avis, d'être accompagnés, d'être rassurés. Et pour cela, il leur faut au départ des choses simples. Des choses simples, parce qu'avec le numérique, moi par expérience, ce que j'ai remarqué, c'est quand on commence avec des choses simples et qu'on les réussit, et d'ailleurs c'est valable pour toutes choses qu'on apprend, en fait ça encourage, ça motive à aller plus loin et on a moins peur des difficultés. Mais quand on veut les engager dès le départ vers la difficulté, qu'il s'agisse d'eux ou des élèves, parce que même si les élèves ont la culture numérique, il y a que ils n'utilisent pas le numérique pour apprendre très souvent. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure M. Corentin, que c'est l'utilisation maintenant qu'il faut voir comment rendre ça utile. Voilà, moi je vais vraiment mettre les pieds dans le plat, d'une certaine manière. On s'est beaucoup interrogé sur les résultats du bac de cette année, qui malgré le fait que le quantum horaire n'a pas été respecté, que les élèves n'ont pas eu le niveau d'encadrement qu'ils avaient par ailleurs dans les autres trucs. Le programme a été, mais nonobstant ça, les épreuves ont quand même un niveau de qualité qui était le même. On a de meilleurs résultats. Et tout le monde a cherché à avoir une explication. Moi, j'ai mon explication. C'est que en cas d'absence, un étudiant, un élève, qui tout à coup voit qu'il n'a plus l'enseignant, il n'a plus la ressource fondamentale qui était celle sur laquelle il se reposait, mais qui sait qu'il va vers une échéance qui est un examen. Il va chercher lui-même ses propres ressources. Donc, et moi, je suis pratiquement sûr que la majorité des gens se sont tournés vers les ressources numériques. Et ils sont, en plus, ils ont développé leur capacité d'auto-apprentissage. Donc, ils ont eux-mêmes vu les ressources, ils les ont assimilées. Et donc, effectivement, ils sont présentés beaucoup mieux armés. Pourquoi? Parce que ils étaient plus canalisés par un enseignant qui lui disait que tel chapitre, je ne l'aborderai que si j'ai fini tel chapitre dans tel ordre et dans tel truc, tandis qu'eux, ils avaient un peu plus de liberté. C'est une explication. Je ne dis pas que c'est l'explication. La deuxième explication, c'est que les élèves qui avaient aussi des trucs, les parents se sont un peu plus investis. Et dans certains cas, ils ont cherché des encadrements complémentaires et les enfants ont été encadrés à faible effectif. Donc, encadrement beaucoup plus rapproché. Les deux facteurs du succès. Aujourd'hui, vous parlez de classe inversée. D'accord? Mais aujourd'hui, en pédagogie, où est-ce qu'il n'y a pas de classe inversée? Parce qu'aujourd'hui, moi, mon enfant qui est en primaire, quand il revient chez moi et que le week-end, je dois lui enseigner, je vais aller moi-même chercher des ressources éducatives sur Internet, je vais venir lui mettre pour lui faire des exercices avant qu'il aille en classe. Donc les maîtres doivent être conscients et les enseignants doivent être conscients que derrière, ils ont des apprenants qui, des fois, ont anticipé sur le programme qu'ils sont en train de leur faire. Donc la classe inversée, c'est aujourd'hui... C'est naturel. C'est naturel. Et justement, pour terminer sur ce chapitre, on parle de classe inversée, de façon d'enseigner. Que pensez-vous de l'équilibre entre présentiel et enseignement à distance? Est-ce qu'aujourd'hui, selon l'évolution naturelle des choses, comme vous venez de le démontrer, on devrait plus avoir les élèves en classe ou bien essayer de mettre les deux à la fois? Personnellement, j'opterais pour l'hybride. L'hybride, c'est du présentiel, mais en même temps, en fait, c'est ça la classe inversée d'ailleurs. Mais en fait, pour donner raison tout à l'heure à M. Corentin sur les résultats d'examen, nous, au niveau de CENU, on a pris l'initiative, après la reprise des cours pour les classes d'examen, de les accompagner en créant des classes virtuelles d'examen, de CM2, de 3e et de terminale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait,
il y avait des élèves, nous, on a eu le témoignage d'un parent, son fils n'était pas retourné à l'école parce qu'il était drépanocytaire et ne pouvait retourner dans les classes. Mais il est quand même passé. Et en fait, nous, on a fait de l'asynchrone total. Exactement. On n'a même pas fait du synchrone, c'est-à-dire on n'a même pas organisé de visio pendant parce qu'on a essayé de le faire, mais les élèves ne venaient pas. Cependant, après les examens, nous avons reçu des témoignages d'élèves et de parents nous prouvant que même si vous ne nous voyez pas, on a utilisé vos ressources. Ce qui confirme ce qu'il a dit. C'est-à-dire que les ressources étaient là, avec les évaluations aussi à disposition. Et donc, ils ont utilisé ça selon le rythme, au moment où ils le voulaient, quand ils le voulaient, et selon ce qui les intéressait. Et nous l'avons vu, des élèves se sont inscrits, parce que normalement, quand tu as une classe de terminale LS, parce que c'est du français, tu les regroupes, normalement, l'effectif, tu dois avoir la somme des élèves de S en maths et la somme des élèves de S, par exemple, en maths pour la série L. Mais on n'avait pas cette somme-là. Ce qui veut dire que certains élèves, sciemment, choisissaient de ne pas venir faire le cours de français, par exemple. Ils s'inscrivent en cours de mathématiques parce que ce sont des élèves de S, ils ont vu qu'il y a d'excellents profs de mathématiques. Ils s'inscrivent, mais le cours de français les intéresse moins, ils ne viennent pas. Donc, ils ont la possibilité de choisir, comme il l'a dit, d'apprendre selon ce qui les arrange en toute autonomie. Et je pense que ce qui s'est passé pendant cette pandémie a fini de faire comprendre, pour ceux qui le veulent bien, que mettre les ressources à disposition des élèves et leur donner la possibilité d'interagir avec des enseignants en ligne sur ce qui est mis à disposition, c'est un plus pour l'enseignement en présentiel. Donc personnellement, je suis pour si j'étais chef d'établissement, j'opterais pour l'enseignement hybride. D'accord. Moi, je vais être un peu plus prudent. Parce que je crois que quand on parle de présentiel, quand on parle il y a un facteur socioculturel qui est important. Parce que le facteur socioculturel qui est propre, par exemple, à nous, notre culture, c'est la reconnaissance du maître d'une certaine manière. On a besoin d'être guidé, que ce soit dans la maison ou ailleurs. Donc l'enfant vient avec un formatage où il a besoin d'un maître, il a besoin d'un guide, que ce soit guide spirituel, guide à l'école, guide à la maison. Et donc il faut pouvoir jouer avec ça. Le présentiel impose la présence du maître, c'est-à-dire de celui qui quand même va guider. Donc je pense qu'il faut quand même que l'on soit très prudent. Le tout distanciel, non. Le tout présentiel, pourquoi pas, c'est ce qui a marché jusqu'à présent. Mais simplement aujourd'hui, devant les facteurs socio-économiques dont on a, la massification dans les classes. Aujourd'hui, quand on me dit, quand je vais dans un lycée et qu'on me dit qu'il y a une classe où il y a 80 élèves, je me dis tout de suite qu'il y a, c'est clair, 70% de déchets. Excusez-moi du terme. Mais c'est la vérité. Parce qu'aucun enseignant ne peut encadrer un tel effectif. C'est comme si vous avez une équipe de football avec 100 footballeurs, on a besoin des 11 meilleurs. Et c'est les 11 meilleurs qui font l'équipe. Les autres sont des remplaçants ou des laissés pour compte. Donc, en voyant ça, il faut trouver des solutions à ce paradigme. Effectivement, là, les solutions technologiques que l'on a peuvent être des réponses à la lutte contre la massification. Mais attention, pour moi, pas à tous les niveaux d'enseignement. Il faut quand même être prudent. On a besoin d'éduquer nos étudiants, nos élèves, à aller petit à petit vers une autonomie de plus en plus grande dans les capacités d'apprentissage. Et ça, cette capacité d'apprentissage, il faut que les technopédagogues et les pédagogues construisent ça, c'est-à-dire nous donnent ce modèle qui est de partir de l'entrée à l'école jusqu'au CM2 qu'on commence à autonomiser plus. Au secondaire, on donne de plus en plus de degrés d'autonomie, de telle façon à permettre aux supérieurs d'avoir des étudiants carrément autonomes. Parce que si on ne parvient pas à gérer ce type de paradigme, on aura des étudiants qui viennent on voit ça à l'université, mais qui sont complètement perdus parce que tout à coup, ils n'ont plus un maître, ils n'ont pas un prof, ils ont quelqu'un qui parle du haut d'un amphi à 2000 étudiants sans aucune interactivité.
Et c'est ça que je dis. Moi, je suis quand même, gardons nos spécificités culturelles qui sont là. C'est-à-dire, redonnons à l'enseignant son image de maître. Parce qu'il faut qu'il y ait un maître. Il ne faut pas tout laisser à la... Bon, parce qu'il y a une discussion entre l'éducation à la maison, l'éducation à l'école. Il y a une part d'éducation qui est propre à la maison, qui est de la responsabilité des parents. Il y a une part d'éducation qui est à l'école et qui est du part du système éducatif. Moi, je pense qu'il faut redonner la part du maître, que l'on remette l'autorité au sein de l'école, parce que les enfants en ont besoin, même s'il faut la pondérer. Et puis, gardons ça, d'une certaine manière, parce que c'est ça notre richesse aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait la culture civique. Parce que si on est une nation et si on est fier d'être sénégalais, c'est parce que derrière, il y a l'école publique qui, derrière, maintient ce ciment. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, je suis plus mitigé. Mais à quel niveau devrait-on commencer l'hybride? Pour moi, ça va être, c'est les technopédagogues qui vont pouvoir le dire, mais ça va être quelque chose auquel on va arriver. Mais il faut y aller de manière graduelle, en descendant du haut vers le bas. C'est pour moi, l'hybride, on va commencer par les classes les plus hautes, l'université, déjà. À partir de l'université, si c'est pas tant, on va redescendre petit à petit vers le secondaire, et on arrivera à un niveau où on ne peut pas aller plus loin. Je pense que c'est une appréciation des compétences acquises en cours dans le circuit de formation d'éducatif. Je ne dis même pas formation, le circuit éducatif, parce que l'école éduque d'abord. Et quand on aura éduqué, là, on pourra former. Et là, on trouvera les modalités nécessaires. Mais à mon avis, il faut commencer par le haut, le supérieur. C'est un peu ce qu'on fait un peu en mettant, par exemple, la modalité tout à coup virtuelle, rien que pour l'université virtuelle. Je pense que c'est un bon choix. On a déjà des gens qui sont assez matures et qui ont eu le bac. On n'aurait pas pu le faire, à mon avis, à partir de la 3e. Ce ne serait pas gérable. Ce ne serait pas gérable. Donc, cette maturité-là, essentielle quand même, avant de pouvoir passer à... Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être granulaire. Et même l'université virtuelle a besoin d'un degré de présentiel. Oui, nous avons débattu de ça la dernière fois dans notre première émission avec notre invité, qui nous avait effectivement précisé que même si l'université s'appelle université virtuelle, ils ont des zénos, ils ont des espaces où les étudiants quand même viennent en présentiel, surtout quand il s'agit de la prise de contact et tout, que c'est nécessaire. Alors finalement, chers invités, pour terminer, comment voyez-vous, de façon globale, générale, l'avenir de cette éducation-là qui nous tient vraiment à cœur, l'avenir numérique, si on peut le dire ainsi, de notre chère école? Comment je vois l'avenir de l'éducation? Moi, je pense que, comme l'a dit M. Corentin, progressivement, on devra aller parce que on ne peut pas aller contre la marche du monde. Et la marche du monde actuellement, c'est que le numérique s'intègre dans tous les domaines. Et l'école ne peut pas rester un vase clos, fermé au monde. Parce que jusque-là, je pense que c'est un peu ce qui nous retarde. C'est comme si, de façon, disons, symbolique, il y avait une frontière qui séparait l'école du reste du monde. Et ce que ça crée, c'est que nos élèves, embarqués, et surtout les meilleurs, embarqués dans cette barque, entre guillemets, naviguent en faisant les meilleurs résultats, mais en ne s'occupant pas de ce qui se passe autour d'eux. Et arrivé par exemple au bac, ils se retrouvent avec une très bonne note. J'ai un bac S avec une mention très bien. Et c'est là où je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps, les moyens, ou ce qui soi-disant entre guillemets ne valaient rien, comme ils ont été largués avant la fin, ils ont eu le temps, eux, de se retourner et de voir autour d'eux et de trouver les bons tuyaux et de s'y engager. Au final, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais une excellente élève et je me retrouve socialement, professionnellement même, carrément, parfois, ou tout à fait en dessous de ceux qui avaient lâché avant, parce qu'ils se sont orientés vers autre chose. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est que l'école s'ouvre à la vie. Et s'ouvrir à la vie, c'est accepter que le numérique fait partie maintenant de nos vies et qu'il doit s'intégrer dans l'enseignement.
pas qu'on abandonne totalement le présentiel, parce que comme il l'a dit, culturellement, nous avons besoin de cette présence, nous avons besoin de cette interaction-là. C'est normal. Pour que, d'ailleurs, l'UVS, au départ, les gens se disaient, c'est pas une université, parce que mon enfant, il reste à la maison avec son ordinateur, alors que les autres sont au campus. Donc, on maintient ce besoin culturel d'interaction, de relation entre l'enseignant et l'élève, mais on intègre le numérique. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Corentin? Alors moi, je vais partir moi de ma vision un peu plus générique de l'enseignement. Bon, je suis à l'école depuis 1960 jusqu'à maintenant, donc disons que j'ai vu l'évolution de l'école. Ça ne veut pas de moi quand même un vieux crouton. Mais je me dis que qu'est devenue l'école? Je suis d'accord avec elle. L'école aujourd'hui est devenue un environnement ouvert. Avant, c'était un environnement fermé, réservé à les apprenants, aux maîtres, etc., et ses élèves, et c'était bien protégé. Aujourd'hui, la société, l'environnement s'invite dans l'école, de plus en plus. Donc, ce paradigme-là, il faut qu'on le maîtrise. On est dans un espace, on a dit numérique ouvert, mais maintenant je dis que toute école est ouverte. Donc, il faut déjà changer de paradigme. L'école n'est plus fermée. Les enseignants aussi ne doivent pas être enfermés dans leur savoir, dans leur certitude, dans leur savoir, mais doivent dire plutôt qu'est-ce que je vais apporter en tant que compétence, qu'apprentissage, qu'est-ce que j'apprends aux autres. Parce que ces savoirs ne sont pas suffisants. Les savoirs doivent être confrontés aujourd'hui à la mondialisation. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. L'école doit être ouverte. Donc, deuxième aspect important, il faut qu'on arrête d'être théorique. Les sciences fondamentales, c'est bien. Mais aujourd'hui, que sont les sciences fondamentales s'il n'y a pas la vie pratique? Et ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de disparition des technicités ou des métiers. Bon. Mais moi, je me dis simplement, où sont les lycées professionnels? Il y en a très peu par rapport à ce que... Combien il y en avait avant par rapport au ratio national? Revenons à ça, c'est-à-dire mettons en parallèle les écoles professionnelles, les lycées professionnels par rapport au lycée d'enseignement secondaire supérieur. Hein? Si on faisait le ratio, il y en avait un nombre relativement important. Aujourd'hui, ces lycées ont quasiment disparu. Mais 12 avec qu'est-ce qu'il y a dedans? Avant, on avait le lycée technique professionnel de la Fosse à 100%. Ce lycée a été ouvert, est devenu général, est devenu un CM, avec les mêmes ressources. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui a perdu. Si l'on veut créer des métiers, il faut créer des écoles de métiers. En France, dans les pays européens, aujourd'hui qui ont pu gérer le paradigme de la modernité et justement de l'industrialisation, les BTS sont dans les lycées. Et les lycées professionnels sont des lycées de métiers, très spécialisés, etc. Et on ne confond pas le général au professionnel. Le général forme pour un aspect truc, mais il y a des gens qui vont sortir, ce que tu disais tout à l'heure, avec juste raison, Madame Ley. Ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui sont justement les laissés pur compte du système. Mais cela donne justement des circuits de formation qui ne les dévalorisent pas. Il faut qu'ils aient le bac, mais qu'ils aient un bac adapté à ce qu'ils savent faire, en sachant que le bac S est fait peut-être pour une certaine élite, qui va connaître les mathématiques et les fondamentaux, etc. Donc, peut-être qu'il faut réinventer. Réinventer. Et peut-être aussi se dire que, est-ce qu'il faut séparer l'enseignement, l'éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel? Peut-être que là, le président, quand il parle de ça, il faudrait que peut-être aujourd'hui, on ait un seul ministère, une seule vision complète de l'éducation qui intègre à la fois l'éducation nationale et l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, on a, comme qui dirait, 2 bras dans un corps. On a l'impression que la tête ne parle pas aux 2. Je m'excuse, hein, j'avais dit que je serais provocateur. C'est assez imagé. Bien sûr,
sur ce, nous sommes justement au terme de notre deuxième numéro de votre émission Edu 2.0 et nos invités, M. Corentin, Mme Ley, ont bien voulu répondre à notre question, donc qui était quelle place pour le numérique dans le cycle fondamental. Et nous retenons donc de ce fructueux débat qu'il est essentiellement nécessaire d'avoir un dispositif qui puisse faire, comme M. Corentin l'a dit, qui puisse permettre de garder cette culture du maître à l'école, mais également, comme Mme Ley le défend très bien, qui puisse intégrer cette notion numérique dans les classes afin de permettre une évolution positive de nos écoles. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Edu 2.0 avec CENUM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. D'ici là, portez-vous bien.